Le focus de cette édition consacrée à la Libye et à l'impact des frappes militaires sur la diplomatie mondiale. Au sein de l'Union européenne, des voix discordantes se font entendre. Après les tirs opérés par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. De son côté, le chef de la Ligue arabe critique les bombardements qui font des dégâts jusqu'au sommet de l'exécutif russe, où Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev s'opposent sur la question. Car plus les frappes se multiplient, plus on s'interroge sur l'objectif de l'opération. S'agit-il de protéger des civils, d'instaurer un statu quo, de liquider Kadhafi? Beaucoup de questions. On va en parler avec mon invité et confrère, Christian Mallard. Bonsoir Christian, spécialiste de politique internationale sur France 3. On va évoquer ce malaise aujourd'hui au sein de la coalition, mais voyons d'abord quelques images. Il a été l'un des premiers à demander la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne en Libye. Une semaine avant le début des frappes sur le pays, Amer Moussa, le dirigeant de la Ligue arabe, plaidait déjà pour une telle mesure. Le secrétaire général des Nations Unies sera informé du contenu de la décision qui demande l'imposition de l'exclusion aérienne. C'est ce mandat de l'ONU justement qu'attendait la communauté internationale pour intervenir en Libye. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 10 des 15 pays du Conseil de sécurité votent pour. 5 s'abstiennent sans utiliser leur veto. La résolution 1973 est adoptée. Elle autorise à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le peuple libyen victime des violences du régime de Kadhafi. Nous ne pouvons pas laisser faire les fauteurs de guerre. Nous ne pouvons abandonner à leur sort des populations civiles victimes d'une brutale répression. Une résolution qui impose un cessez-le-feu et autorise la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Objectif, clouer au sol les avions du régime de Kadhafi qui attaquent les positions des rebelles. Mais le régime libyen ne semble pas respecter le cessez-le-feu comme il s'y était engagé. Réunis samedi dernier à l'Elysée, l'Union européenne, les États-Unis, la Ligue arabe et l'Union africaine décident donc d'intervenir militairement. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous ne chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. Quelques heures plus tard, la France était la première à envoyer une vingtaine d'avions et la première à frapper un véhicule des forces pro-Kadhafi. Très vite, la Grande-Bretagne et les États-Unis bombardent à leur tour. Selon l'armée américaine, c'est un succès. Une vingtaine de cibles sont touchées. Le chef de la Ligue arabe, Amer Moussa, prend lui ses distances dès dimanche. Il critique les frappes aériennes de la coalition internationale. Ce qui s'est passé s'écarte du but qui est d'imposer une zone d'exclusion aérienne. Ce que nous voulons, c'est protéger les civils et pas les bombarder. Ce lundi, le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au Caire pour rencontrer Amer Moussa. Au dirigeant de la Ligue arabe, Ban Ki-moon a réaffirmé la nécessité d'une cohésion internationale. Maintenant, il est important que la communauté internationale parle d'une seule voix pour appliquer pleinement la résolution du Conseil de sécurité. Mais même au sein de la seule Union européenne, difficile de parler d'une seule voix. Ce lundi, l'Italie, qui a accepté de mettre à disposition de la coalition 8 avions Tornado, annonce qu'elle va vérifier que toutes les actions entreprises sont bien conformes aux objectifs de la résolution de l'ONU. L'Allemagne, qui s'était abstenue lors du vote, est elle confortée dans sa décision de ne pas prendre part. Alors on va essayer d'évoquer toutes ces questions avec Christian Mallard, mon confrère de France 3. Merci d'être avec nous Christian. Il n'aura pas fallu attendre 3 jours pour qu'un malaise apparaisse au sein de cette coalition qui, il faut le dire, est très hétéroclite. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, c'est vrai qu'au départ, il y a une confusion au niveau de ce qu'a dit la Ligue arabe. Moi, je voudrais quand même dire que Amer Moussa a assisté à cette réunion à Paris et qu'à ma connaissance... C'était samedi à l'Elysée. Amer Moussa a dit un certain nombre de choses, mais il faut voir quand même dans quel contexte s'inscrivent les déclarations d'Amer Moussa. Vous savez qu'il est candidat à l'élection présidentielle égyptienne, qui aura lieu au mois de septembre, qu'à la fin de la semaine prochaine, il quitte la Ligue arabe. Il quitte, normalement, son mandat devait s'achever fin mai, mais il a demandé à partir plutôt fin mars, justement pour se libérer dans la perspective. Sa position est conditionnée par son avenir personnel au sein de l'Égypte et qu'il ne veut surtout pas apparaître comme celui qui va donner le feu vert aux Occidentaux. Voilà, vous avez tout compris, c'est ça. Et en même temps, il veut se préserver lui-même pour son image personnelle vis-à-vis de la rue arabe. Pour qu'on ne dise pas après, en effet, Amer Moussa a laissé les Occidentaux taper les populations, frapper sur les... adversaires politiques ne manqueraient pas de lui en faire le grief.
Donc c'est dans ce cadre-là qu'Amr Moussa est intervenu, parce que là, il a joué à la fois au secrétaire général de la Ligue arabe, mais en même temps, il a pensé au candidat à la présidentielle qu'il était, puisqu'il fait partie quand même des favoris, je vous le rappelle. Alors c'est ça aussi qui explique aujourd'hui ce malaise, car on sent bien que chacun joue sur les mots de cette résolution 1973. Est-ce qu'on est vraiment dedans? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dedans? Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de cohésion. Non, il n'y a pas de cohésion. Puis on le voit même au sein de l'Europe. Moi, je suis quand même assez frappé de voir que Mme Merkel, dès le départ, a dit on n'y va pas. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça, on le savait. Les Allemands, depuis la Deuxième Guerre mondiale, se refusent à tout interventionnisme militaire. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, dans la mesure où elle n'était pas d'accord, qu'elle l'avait dit haut et fort, et qu'on a senti qu'il y avait vraiment des dissensions très sérieuses avec Nicolas Sarkozy, l'axe franco-allemand, d'un seul coup, en a pris un coup. On s'est demandé ce qu'elle est venue faire à l'Élysée. Et aujourd'hui, moi, quand j'entends Mme Merkel dire il faut quand même qu'on consulte nos amis turcs, c'est les partenaires de l'OTAN, il faut se rapprocher des Turcs et tout, j'ai dit mais attendez, quelle hypocrisie. Je veux dire, on n'a pas envie d'avoir les Turcs dans l'Union européenne, on veut un partenariat stratégique avec eux, on ne les veut pas comme partenaires à plein temps, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je trouve qu'on baigne en pleine hypocrisie. Alors, la Turquie, on peut en parler, puisque le Premier ministre a réuni ses équipes aujourd'hui. Il doit appeler Barack Obama dans la nuit pour évoquer le rôle de la Turquie, qui est un pays clé à plus d'un titre. Clé parce que c'est un pays fondamental pour l'OTAN, mais c'est aussi géographiquement un pays clé dans la Méditerranée, qui aimerait bien continuer à peser sur ce qui se passe dans la région. La Turquie peut peser, évidemment, vu ses relations avec l'Iran, qui va poser problème, mais ça pour autre chose, avec les problèmes sunnites, chiites, et avec ce qui se passe à Bahreïn en Arabie Saoudite, ça c'est clair, parce que je crois que ce qui explique en partie, enfin ça c'est mon sentiment, je ne dis pas que je détiens la vérité, ce qui explique en partie la retenue d'Obama, Obama s'est joué aux Français et aux Anglais, mais ce qui explique en même temps le fait qu'il ait envie plutôt de se défausser sur Cameron et sur Sarkozy, c'est que je pense qu'Obama est beaucoup plus préoccupé par ce qui est en train de se passer entre les sunnites et les chiites, l'affaire de Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Yémen aujourd'hui, parce que là, c'est un enjeu stratégique considérable. Le pétrole saoudien, la présence de la 5e flotte à Bahreïn, et je crois que là, c'est beaucoup plus explosif et qu'on va très vite s'apercevoir. On focalise tout sur Kadhafi. Pourquoi ? Parce que le personnage est sulfureux, c'est un fou, c'est un malade mental, on l'a dit, c'est un drogué. Et puis Kadhafi, est très très connu par le grand public. Mais la Libye n'est pas aussi stratégique, loin de là, que ne l'est cette partie du Golfe, où se trouve l'Arabie Saoudite et le reste. Quelle leçon cette fragmentation, cette unité introuvable sur la Libye quelle leçon peut-on tirer s'il faut un jour régler un problème en Arabie Saoudite, à Bahreïn et dans ces régions? Moi, je trouve que pour l'instant, comme vous l'avez dit, il y a un manque de cohésion et c'est une catastrophe. Depuis le départ, il y a eu des atermoiements, des tergiversations, on a perdu un temps fou, on a laissé quand même Kadhafi, on a montré notre faiblesse à ce point en laissant Kadhafi regagner tout le terrain perdu. Maintenant, on voit bien que dans un certain nombre de villes, Kadhafi utilise les populations comme boucliers, comme otages, et que là, notre opération risque d'avoir des problèmes sur le terrain, puisqu'on a toujours dit dès le départ que cette résolution interdisait toute présence de troupes au sol. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver, une fois de plus, confronté en disant on bombarde, on anéantit en partie les forces armées de Kadhafi, mais est-ce qu'on va résoudre le problème de fond? C'est pas évident. Et le problème de fond, c'est le départ, évidemment, de Kadhafi. Le départ non avoué. Le départ non avoué, absolument. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'être venu dans le Focus de France 24. Restez avec nous dans quelques instants, une nouvelle édition sur France 24.